Je suis Abdelaziz Djellal. J'ai la chance de présider deux sociétés savantes, l'une à l'international, qui est le chapitre francophone de l'International Society of Gérontologie. Et je préside maintenant en France la Société française de technologie pour l'autonomie et de gérontechnologie. L'objectif de ces deux sociétés savantes, c'est de créer des passerelles entre le monde académique, le monde industriel, professionnel et bien entendu le monde des soignants. Notre travail, c'est de pouvoir éprouver les solutions, dispositifs santé, technologiques dans la prise en charge des personnes âgées et des personnes vulnérables, c'est-à-dire aussi des personnes en situation de handicap. Nous avons de la chance de faire des webinaires le premier lundi du mois, le soir, de 19h30 à 20h30. Il fait appel aux grands experts nationaux et internationaux dans cette thématique. C'est-à-dire, nous échangeons sur justement quelles sont les possibilités de prendre en charge via les technologies. Donc, bien entendu, nous ciblons des personnes bien précises, puisque ce sont des personnes en grande dépendance, des personnes âgées en grande dépendance et des personnes en situation de handicap. Nous parlons beaucoup d'éthique. Alors, qu'est-ce que l'éthique pour nos deux sociétés savantes? Eh bien, c'est euh, proposer que le dispositif soit utile déjà, bénéfique aux patients et bien entendu utilisable, c'est-à-dire ergonomique. Combien de fois nous avons vu des dispositifs qui ne respectaient pas ces trois critères et qui malheureusement ne pouvaient pas convenir donc aux patients. Enfin, je terminerai avec que je suis très très bien entouré puisque dans la société savante qui est en France, Société française de technologie pour l'autonomie de géotechnologie, j'ai comme vice-présidente Madame Guylaine Alagonine, qui est, excusez-moi du peu, la présidente de l'Académie de télémédecine de santé en France. Et j'ai Dimitri Voilmy, qui est professeur, enseignant à l'UTT de Troyes, qui a un laboratoire, l'Union Hygiene, qui va éprouver des solutions à destination des personnes âgées en grande dépendance. Et encore merci à Jules Bonnet, puisque il faut absolument proposer des événements autour de ces thématiques pour rappeler à tous nos citoyens et concitoyens que la santé, c'est aussi du numérique. Mais même si on doit parler de technologie, il ne faut pas oublier que c'est l'humain qui est au centre des technologies. Encore merci. J'ai vu cette astuce de mannequin coréenne appelée le truc de la glace et de la gélatine génial, dans ça. une vidéo de 30 secondes. 21 Ah, jours plus bien les tard, pubs. Ah, quel sérieux? Ah, on aurait dû désactiver les pubs, hein. Ça ne fait pas se faire sponsoriser. Et bien, sur cette transition, je dirais, humoristique, docteur Rumeau, je vous propose que vous preniez la suite et que vous nous présentiez un petit peu votre conférence. Allez, je vais essayer de vous présenter Ah, le partage n'est pas Je viens d'activer. activé. Je viens d'activer. Alors, allez-y, essayez. Ça a l'air d'être bon. Alors, euh, hop, voilà. Donc, je fais partie de ces nombreuses personnes qui ont le tic de dire hop quand elles cliquent sur une icône sur un ordinateur. J'espère que vous me le pardonnerez. Donc, euh, à la demande d'Abdelaziz, je vais vous présenter un travail que nous avons fini récemment, puisque nous avons fini de le présenter, les derniers résultats en congrès, donc l'été dernier. Et ça va être l'occasion peut-être de présenter aussi la démarche et pas seulement les résultats, et d'avoir peut-être, je l'espère, un temps de discussion sur une approche qui est spécifique aux technologies en santé et qu'il est d'autant plus important de respecter quand on fait de la technologie en santé pour des personnes âgées.
donc je me suis permis d'associer à cette présentation un certain nombre de collègues qui ont participé au travail. Alors notamment ma collègue et amie Nadine Vigourou, qui est maintenant retraitée, et puis un autre collègue, alors une retraitée active, hein, parce qu'elle continue à travailler autant qu'avant pratiquement, et un autre collègue qui est Frédéric Vella, qui malheureusement nous a quittés, pas en septembre dernier, mais le septembre précédent. Donc c'était mes grands collègues spécialistes d'interaction homme-machine. Donc en préambule, je pense qu'il faut, quand on réfléchit à la validation, l'évaluation euh, dans le domaine de la santé, il faut vraiment faire la différence entre ce qui est traitement médicamenteux et ce qui est traitement non médicamenteux. Et dans le médicamenteux, ben on a hérité du scandale du Distilbène. Hein, vous en avez entendu parler de ce traitement qu'on donnait pour éviter les fausses couches précoces et qui a causé de nombreuses malformations chez les enfants qui sont nés par la suite. Ce qui a été la base de ce qu'on appelle, dans un terme aussi anglo-saxon que peu descriptif, l'evidence-based medicine, où en gros, on part du principe que pour les médicaments, le biais de compliance est constant. C'est qu'en gros, on sait combien de patients ne vont pas prendre le comprimé qu'on leur dit de prendre. Et donc, on va avoir la possibilité de traiter des grandes quantités de patients en intention de traiter, c'est-à-dire que considérer que ben, qu'on ait le traitement ou qu'on ait le placebo, en gros, le taux de non-prise sera le même des deux côtés. L'autre aspect, donc là, il est évident que pour une technologie, eh bien, il va y avoir une grande variabilité en fonction de l'utilisabilité, en dehors du fait que parfois le placebo est impossible. Tout au plus, on va avoir un processus de production de soins de référence. Donc, certainement, on ne peut pas avoir de double aveugle. L'autre chose, c'est que pour un médicament, l'usage est aisé. Tandis que quand on va mettre en place un nouvel outil technologique à visée thérapeutique, eh bien, il va falloir avoir en plus une réaction organisationnelle. Mais là, bon, je suis en train d'enforcer des portes ouvertes, hein, dont vous êtes tous parfaitement conscients. L'autre niveau, c'est que la preuve pour le médicament est statistique. Euh, Ce n'est pas vrai pour les technologies. On s'appuie sur des statistiques, on s'appuie sur des résultats. Mais la démarche est observationnelle. Ça se rapproche plus, à mon sens, de l'ancienne démarche anatomo-clinique que de l'evidence-based medicine. C'est un faisceau de preuves et pas une preuve juste avec des chiffres. Et après, l'autre élément qu'on a, c'est dans l'evidence-based medicine, on veut éliminer le risque, éliminer le biais. Quand on va être dans une démarche non médicamenteuse, on va gérer. Et donc, on va être obligé d'avoir une démarche de gestion des risques. Et d'ailleurs, si vous regardez la réglementation européenne sur le dispositif médical, il est bien précisé qu'il est obligatoire pour avoir le marquage CE d'avoir une démarche de gestion des risques depuis la conception, donc les premières idées, jusqu'à
la phase de décommissionnement, c'est-à-dire le moment où on retire complètement du marché, où il n'y a plus aucun de ces dispositifs qui est encore utilisé. Notre projet est parti d'un appel d'offres de l'Agence régionale de santé Occitanie, qui a suivi de très près l'épidémie de Covid. Et donc, l'épidémie de Covid a fait prendre conscience du fait qu'il pouvait y avoir des circonstances dans lesquelles le patient n'avait pas accès au thérapeute. Alors que ce soit un médecin ou que ce soit un paramédical. Et que cette absence d'accès, elle pouvait perdurer pour certaines populations après les périodes épidémiques qui nous coupaient les uns des autres du fait du risque de contamination. Et donc, il y a eu un projet porté par un éditeur de logiciels de rééducation et conjointement avec initialement le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet. Donc, c'est un centre hospitalier qui s'occupe d'une partie du département du Tarn, dont je vous ai mis la carte ici, où en gros, il y a 3 pôles de santé. Il y a la partie ouest qui va sur la grande ville qui est Toulouse, la partie nord et est qui va sur une ville un peu moins grande, mais qui est quand même une grande ville qui est Albi, et puis la partie sud et est qui va vers deux villes qui sont un peu regroupées parce qu'elles sont relativement bien connectées par des voies essentiellement routières, qui est Castres et Mazamet. Mais si on va un petit peu plus loin dans la géographie, on s'aperçoit qu'en fait, les 2 tiers de la population du Tarn sont dans des zones rurales isolées. Et là, on ne le voit pas parce que c'est juste en noir. Mais si vous voyez ma flèche, vous voyez Laconne, vous voyez Vabre, vous voyez Brassac. Là, vous êtes dans des zones où pour faire 30 km, il faut au minimum une demi-heure. Et si on est en hiver, vous pouvez avoir des épisodes neigeux où là, vous pouvez être dans des délais de transport de l'ordre de la demi-heure. C'est-à-dire que, par exemple, pour évacuer des patients vers les urgences, on peut être amené à utiliser l'hélicoptère. L'ambulance n'est plus possible. Et vous avez aussi, donc, en dessous de Mazamet, une zone qui s'étend sur la Haute-Garonne vers Revel, où là aussi, vous avez de nouveau de la montagne. Donc, Massif central, montagne noire. Et globalement, des fermes, des petits villages isolés. Et donc, dans ces zones rurales, vous avez beaucoup d'anciens paysans, et vous voyez que quand même, ces gens qui vont vieillir, sur ce département, il y a 33,7% de la population qui a plus de 60 ans. Donc, qui va être sujette notamment aux troubles cognitifs. On peut considérer qu'en gros, dans ces 33,7%, il y en a au moins 10%, c'est-à-dire alors 10% des 394 546, hein, pas des 33%, qui vont avoir des troubles cognitifs de tout type,
depuis des formes initiales d'Alzheimer, des MCI, à des petites atteintes vasculaires, à des troubles cognitifs associés à la maladie de Parkinson, donc toutes ces pathologies qu'on connaît pour donner des troubles cognitifs. Et pour répondre à ce besoin, il y a 127 orthophonistes libéraux. Sauf que quand on regarde, en gros, ils sont tous sur Albi, sur Castres ou sur Mazamet. Et il y en a même pas 10% qui sont ailleurs sur le territoire départemental. Et donc, un projet a été déposé pour essayer d'optimiser les séances de rééducation en présentiel avec l'orthophoniste par des séances de rééducation portées sur outils multimédia entre les séances d'orthophonie. Et donc arriver à passer de une séance par semaine à au moins 3 séances par semaine, voire une séance tous les jours. Et donc retomber dans des fréquences d'orthophonie efficaces pour une rééducation. L'objectif du projet, porté par le centre hospitalier de Castres-Mazamet et Covirtua Cognition, c'était dans un premier temps de prouver qu'une rééducation cognitive associant prise en charge par un rééducateur orthophoniste, parce qu'ils sont remboursés en France, ou psychologue, associé à des séances entre les périodes de rééducation en présentiel, était réalisable sur un mois en conditions réelles. Donc ce projet a été présenté, les porteurs initiaux se sont adjoints une association qui avait des habitats partagés qui s'appelle Âge sans frontières, le CHU de Toulouse, et puis nous avons eu le soutien de l'IRIT, donc de l'équipe de Nadine Vigourou et Frédéric Vella, spécialistes en interaction homme-machine et plus particulièrement en interaction homme-machine chez la personne âgée et chez la personne âgée avec troubles cognitifs. Donc, si nous voulons comparer la production d'une rééducation en séance avec un outil multimédia et la production d'une rééducation en interséance avec un outil multimédia, nous allons voir qu'en séance, nous avons la personne qui assure la rééducation, la personne qui bénéficie de la rééducation, et puis nous avons l'écran sur lequel va être porté l'outil multimédia, mais il y a toute une partie des interventions qui vont être le fait du rééducateur, notamment tout ce qui est stimulation, tout ce qui est indissage. Et l'autre élément, c'est que la personne, l'accompagnant, l'aidant principal, comme on aime dire en gériatrie, ben, qui en général, ça va être soit le mari, soit la femme, parfois un enfant. Cette personne n'est pas incluse dans la séance de rééducation. Éventuellement, elle va être présente, mais sur une chaise derrière avec la consigne de ne rien dire. Quand on est en interséance, l'orthophoniste, elle n'est pas là. Elle va éventuellement paramétrer les choses à l'avance, mais au moment de la séance, là, elle est séparée. Vous voyez, là, j'ai mis une photo de la montagne qui sépare tout ça. Et donc, il y aura deux modalités possibles. Soit la personne va être avec sa tablette accompagnée de son aidant,
soit la personne va être toute seule avec sa tablette. Et donc, quand on est en séance, le support, donc, il va passer par l'orthophoniste. Le fait de s'assurer de la connexion Internet va passer par l'orthophoniste aussi, par l'hôpital. Quand on est en interséance, ben, il va bien falloir qu'il y ait un support qui passe soit par la personne elle-même, soit par les dents. La connexion Internet, ça va passer en local aussi. C'est pas l'orthophoniste qui va gérer la connexion Internet à domicile. Donc, comment on fait pour organiser ça? Comment on fait pour organiser de façon opérationnelle la mise en production de l'outil? Donc ça, vous vous en doutez, c'est pas si simple que ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons décliner les différentes étapes du projet Cogito. Et puis, nous allons peut-être insister un petit peu plus sur les résultats du déploiement, parce que je pense que c'est là que vraiment on a tapé dans le dur et que ça va donner lieu à une discussion, je pense, intéressante avec vous. Donc, au départ, nous sommes partis d'un outil qui existait déjà, qui était un outil de rééducation classique en séance. Là, vous avez le lien, hein, je ne vais pas cliquer, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux garder du temps pour la discussion. Et nous avons développé le mode interséance. Alors, je pense que je vous ai mis ça à la diapositive suivante. Voilà. Pour développer le mode interséance, nous avons comparé le workflow en séance et en interséance. Et vous voyez que la grosse différence, c'est qu'il faut automatiser les consignes, faciliter la saisie des réponses par le patient, c'est pas le thérapeute qui pourra l'aider, automatiser la validation des réponses et automatiser la gestion des erreurs. Donc vous en doutez, voilà, hein, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la conception centrée utilisateur, mais on a fait de la conception centrée utilisateur, on a rajouté au sein de la conception centrée utilisateur l'analyse de risque, notamment pour faire nos choix techniques. Et donc, qu'est-ce qu'on a pris comme principe? On a pris comme principe l'apprentissage sans erreur. Donc, on a fait du Montessori à domicile. On a pris comme principe la gradation des aides, c'est-à-dire pour que la personne ben, ne soit pas mise en échec, mais que avant qu'on lui propose la solution, on lui ait donné toutes les aides possibles pour qu'elle la trouve elle-même. Et on a pris en compte des résultats antérieurs, alors notamment des résultats antérieurs qu'on avait eus donc avec Nadine Vigourou et Frédéric Vella sur la facilitation cognitive par l'utilisation des règles basse vision dans les interfaces, sur le choix de la tablette pour l'interaction, sur le choix des normes basse vision, j'ai déjà vu. Donc, vous voyez, moi, je suis maniaque, hein, j'ai mis fond noir, habitude, vieille habitude. Et ensuite, le troisième élément, c'est on avait fait des tests préalables pour savoir si la tablette devait être utilisée à plat ou verticale et si elle devait être utilisée avec le stylet ou directement avec le doigt. Et donc, les choix, ça a été que la tablette a été dotée d'un dispositif pour ne pas la mettre à plat, mais inclinée,
et d'avoir des tablettes utilisables avec le stylet. Alors, vous voyez, c'est en gros, hein, pour vous dire tout bêtement, vous voyez, elles sont là. Donc ça, c'en est une avec le dispositif. Ah, mais forcément, vous n'allez pas le voir si je pose sur mon bureau. Donc le dispositif pour qu'elle soit verticale. Et vous avez le stylet. Alors là, je l'ai pas, il est dans le cartable. Mais bon, un stylet, si vous savez ce que c'est pas la peine que je vous montre un stylet à l'écran. Le- Tout ce travail nous a permis de concevoir une interface et la conception, nous l'avons faite non pas avec les patients, compliqué quand ils ont des troubles cognitifs, mais avec ceux qui nous semblaient les connaître le mieux. Et donc, on a fait 2 séances de conception. Une première séance sur la réflexion sur quels outils on voulait avoir après avoir utilisé Cogito Cognition. Et on a fait une deuxième séance derrière de validation. Donc la première séance était présent un ingénieur de Covirtua, spécialiste d'interaction homme-machine, la psychologue de Covirtua, spécialiste de la stimulation cognitive, mes 2 collègues de l'IRIT, Nadine Vigourou et Frédéric Vella, moi-même qui suis à la fois gériatre et ingénieur informatique, et les rééducateurs du centre hospitalier de Castres-Mazamet, mais aussi la psychologue de l'association Âge sans frontières, et nous avons discuté pour voir comment il fallait faire au mieux pour adapter les exercices en séance dont ils avaient une connaissance pour les porter sur la tablette. Donc nous sommes arrivés à un consensus qui a donné un cahier des charges. Ce cahier des charges a été développé par Covirtua. Le cahier des charges a été présenté et validé par les participants. Et puis, le développement informatique a été réalisé. À l'issue de ce développement informatique, nous avons fait une étape de validation au CHU de Toulouse avec des ergothérapeutes, l'orthophoniste du service, des patients qui étaient des patients ambulatoires de SSR, d'hôpital de jour SSR, et des patients qui étaient hospitalisés en SSR. Et donc les séances ont été réalisées. Les rééducateurs avaient été formés préalablement à l'utilisation de Covirtua en séance. Les patients donc, ont été mis en présence des tablettes avec le mode interséance. C'est-à-dire, moi, j'ai été présent à certaines séances. Nadine Vigourou était présente à toutes les séances et parfois Frédéric Vella était présent à certaines séances. Et ça a permis d'identifier un certain nombre de bugs fonctionnels, mais aussi de bugs d'interaction, d'erreurs de choix d'interaction. Et ça a mené à faire une deuxième phase d'itération avec un cahier des charges amélioré dans le cadre de notre démarche de gestion des risques. Et donc, nous avons obtenu
une deuxième version interséance opérationnelle pour déploiement au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et à Âges sans frontières. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris 3 patients à Castres-Mazamet pour faire un pré-test de développement en fonction du protocole qui avait été prévu. Ça nous a amené clairement à modifier le protocole, on va en parler après. Et donc là, maintenant, on va voir ce qui s'est passé dans le développement lui-même. Alors, je vois qu'il y a des mots dans le chat, je ne vois pas le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ou alors mettez-les de côté dans le chat, et puis nous en discuterons à l'issue. C'est tout à fait ça, c'est ce que je disais. Mettez vos questions dans le chat et justement, on prendra les questions en fin de présentation. L'objectif, c'est après votre présentation d'avoir un temps d'échange tous ensemble. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ça, c'était en haut le protocole prévu. Donc avec les chercheurs extérieurs qui passaient des coups de fil, qui venaient observer les interactions. Enfin, à l'origine, c'était un protocole très compliqué, avec des coups de fil, et puis on s'est rendu compte, alors là, vous voyez, semaine 4, en fait, c'était un protocole qui était monté jusqu'à 2 mois. Enfin, un truc totalement infaisable. D'autant plus infaisable que euh, le partenaire industriel, c'était une start-up. Donc, ils n'ont plus de pognon. Donc, la directrice scientifique a disparu. L'ingénieur qui avait fait le développement a disparu. Donc, il restait plus que l'outil, ce qui était déjà pas mal. Et donc, nous sommes revenus à devoir faire des amendements du comité d'éthique et surtout à caler au terrain. C'est-à-dire que finalement, la plus grosse partie de l'observation a été déléguée aux thérapeutes. Et finalement, alors qu'à l'origine, on s'était laissé entraîner dans un protocole, euh, je vais dire, très scientifique, nous sommes revenus vers notre approche habituelle qui est celle du True Life Lab, donc du laboratoire de la vie vraie, et qui s'appuie sur une démarche finalement qui est beaucoup plus ethnographique. C'est-à-dire, vous savez, la grande bataille entre les gens qui font de l'ethnographie et les gens qui font de l'anthropologie, avec ceux qui disent, avec Lévi-Strauss, ben oui, il faut être dans le terrain pour comprendre le terrain, et ceux qui disent, ah non, non, il faut être à distance du terrain, il ne faut pas avoir une vision biaisée. Donc, nous, ben, notre approche de ma petite bande de copains et de moi-même, c'est qu'il faut être dans le terrain et que c'est comme ça qu'on peut être efficace, qu'on peut avancer. Et donc, comment on a fait? Eh bien, déjà, on est parti du fait que notre processus pendant l'expérimentation devait être globalement identique, que ce soit pour la technologie ou pour le soin, à ce qui se passait en réalité, dans la vie vraie. Et donc, ben, la formation des utilisateurs et le support de premier niveau, c'était les rééducateurs qui avaient été formés par nous-mêmes et à qui on avait mis à disposition des outils, des supports, des fiches réflexes pour faciliter la formation de l'utilisateur et puis pour lui donner, quand il serait chez lui, un cahier où il pouvait, s'il avait oublié, bah ouais, quand on a des troubles de la mémoire, ça peut arriver, aller regarder.
on a fait un système où la tablette était ultra simplifiée, où on avait tout bloqué, ils avaient juste un bouton sur lequel ils pouvaient avoir. On leur a dit surtout, vous ne faites pas de mise à jour. S'il y avait un problème, vous appelez ou vous en parlez à votre rééducatrice. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait ça et on a eu plein d'infos. Et on a eu même des infos là où on ne les attendait pas. Et donc derrière, quand il y avait des problèmes techniques qui étaient bloquants, ben, c'était géré soit par le grade, qui allait se rapprocher, par exemple, du système, de la direction des systèmes d'information du centre hospitalier. Et quand il y avait des bugs, ben, on remontait à Covirtua, qui allait faire en sorte de résoudre le bug. Et donc, c'était le rééducateur qui avait la main, qui allait faire la sélection du patient pertinent, sa formation, qui allait faire les séances en présentiel sur un mois. Donc, première séance, recrutement, formation, on montre comment ça fonctionne. Deuxième séance, une séance de rééducation, on recueille les problèmes éventuels, on adapte le protocole de rééducation en fonction des exercices disponibles, ainsi de suite, sur une séance au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, conclusion. Bien sûr, le patient pouvait dire à tout moment, j'en ai marre, j'arrête. Et là aussi, pour nous, j'en ai marre, j'arrête, c'est un résultat important. Surtout si on arrive à savoir pourquoi ils ont arrêté. L'autre élément, vous le verrez qu'on n'avait pas prévu, c'est que la rééducatrice, je peux dire rééducatrice, c'était que des dames finalement. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire, oui, ça a marché la tablette, sauf que moi, c'était la galère pour la programmer, ou que ça ne marchait pas en séance. Et donc là, c'est très intéressant parce que aussi, ça nous fait un retour sur le fait qu'une rééducation à domicile, c'est un continuum dans le cadre d'un projet de soins. C'est pas que la télémédecine, c'est la télémédecine, le télésoin, en plus du soin habituel, tout ensemble. Et l'objectif, c'est que le patient soit mieux soigné, c'est pas qu'on utilise telle ou telle technologie. Si je passe à la diapositive suivante, donc en gros, qu'est-ce que je peux dire? C'est que on utilise les acteurs et les outils, que ce soit les outils de formation ou les outils de rééducation, et on fait de la recherche participative. C'est-à-dire que, et c'est là qu'il y a vraiment un verrou éthique. C'est-à-dire que le médicament, les gens, il faut qu'ils signent. Parce que quand ils prennent le médicament, bah, ils sont un peu obligés. Et les effets secondaires, ils ne choisissent pas. Et les effets secondaires, c'est le médecin qui va les observer, c'est pas eux. Tandis que dans ce type de recherche technologique, le plus gros des effets secondaires, des effets inattendus, qui peuvent être aussi positifs, ben, ce sont les personnes elles-mêmes qui vont les observer, et pas nous, et qui vont nous les rapporter. Donc c'est vraiment, c'est comme quand on veut faire de la recherche sur à quel moment le coucou arrive dans telle région, et ben s'il n'y a pas les volontaires pour nous dire le coucou il arrive à telle heure, ben nous on n'arrive à rien. Et donc pour moi, quelque part, d'un point de vue éthique, la recherche technologique, surtout ce type de recherche technologique, est extrêmement, je dirais, confortable, parce que les gens, s'ils veulent pas, on ne peut pas les forcer. Personne, ni nous, ni leur famille. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller, qu'on ne va pas pousser les gens à se foutre des baffes entre aidants et patients, hein. Ça, on y fait très attention. Et on dit que et les rééducateurs étaient prévenus, si ça arrivait, on arrêtait tout. Ça n'est pas arrivé.
Donc, quel résultat on a eu? On a inclus des patients au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui étaient des patients ambulatoires qui venaient au pôle gériatrie, et puis on a inclus des patients à âge sans frontières, alors qui étaient aussi des patients ambulatoires, mais un peu différents, parce qu'ils étaient dans leur maison partagée, et c'est la psychologue qui venait chez eux. Donc, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a réussi à inclure plus de patients que prévu. Âge sans frontières a échoué à inclure autant de patients que prévu. Et alors, un truc tout con, c'est qu'il y avait 2 maisons partagées qui étaient prévues. Celle de Touskairat, si je ne me trompe pas, j'espère que oui, où le directeur était le mari de la psychologue, où donc ça a été bien présenté, elle venait déjà, ça s'est bien passé. L'autre EHPAD, celle de Brins, où le directeur de l'autre maison partagée était rentré en conflit ouvert avec la dame qui avait porté la maison partagée de Brins, où la psychologue, au lieu de demander à se faire introduire pour réaliser les tests et demander la présence, y est allée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc, les gens ont suivi leur directrice qui ne l'était plus et qui avait été en conflit avec la psychologue. Et donc, on dit, ben non, cette dame, nous, on la connaît pas, on veut rien faire avec elle. Et donc, vous voyez l'importance aussi des facteurs psychologiques dans la mise en place de la technologie. Mais globalement, 45 personnes ont été filtrées. Il y en a 12 qui ont refusé de participer. C'est très clair, ce sont les 12 personnes de l'habitat partagé de Brins. Il n'y a pas eu d'autres refus. Il y a 2 personnes qui ont échoué à utiliser l'outil en séance, donc qui n'ont pas été éligibles pour participer à l'interséance. Et donc, il y a eu finalement 31 personnes qui ont été incluses. Il y en a 6 qui n'ont pas réussi à finir toutes les séances. Et il y en a 25 qui ont réussi à finir toutes les séances. Quand on regarde les personnes, donc en moyenne, c'était des personnes de 78 ans, donc peut-être un petit peu plus jeunes par rapport à certaines populations qu'on peut voir, notamment en EHPAD. Donc c'est bien, c'était notre objectif. C'était des Alzheimer débutants, des troubles cognitifs débutants. C'était notre objectif. C'est congruent avec l'épidémiologie. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Ben oui, quand on s'occupe de personnes âgées, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est normal. Les hommes, ils meurent avant. Et c'était en moyenne des gens qui avaient un niveau socio-professionnel relativement bas. Et ça, c'est normal parce qu'on s'occupe, on s'adressait à des personnes vivant dans un milieu rural, donc en moyenne relativement défavorisées par rapport à des personnes urbaines. Quand on a étudié quels étaient les facteurs prédictifs de succès de l'utilisation, alors juste un petit biais, c'est qu'on avait inclus sur l'hôpital que des personnes qui avaient accès à Internet, puisque pour des raisons administratives débiles, les clés 4G qu'on pouvait mettre à disposition des patients n'ont été achetées qu'à la toute fin du protocole. Donc ça n'a été proposé qu'à 3 personnes et il n'y en a que 2 qui ont pu l'utiliser. Même qu'une parce que l'autre, ça n'a pas fonctionné. Donc le facteur prédictif, c'était l'utilisation préalable d'un smartphone.
Et donc là, vous voyez quand même qu'on a pu faire des statistiques. Vous voyez, nous aussi, on en fait quand même. Et on avait quand même un petit P qui était à 0,02, donc quelque chose de bien significatif. Rien d'autre de ce qu'on a testé, le MMS, la présence d'un aidant, rien n'a été significatif. Quand on regarde les résultats complémentaires, ce sont les événements d'usage, et ça me paraît là aussi très intéressant. Parce que donc si on reprend, donc on a eu quand même 7 mois d'usage, donc ce qui était, non, pardon, 7 événements d'usage par mois d'usage et par usager inclus, pour un total de 219 événements. Et on voit que dans l'habitat partagé, où on contrôlait la connexion Internet de la tablette, où il y avait la psychologue qui avait l'habitude de l'endroit, où il y avait la gouvernante de l'habitat partagé qui avait l'habitude de ce type de personnes, donc qui a pu accompagner dans l'usage, on a eu que 14 événements d'usage. En plus, la psychologue, je reprécise, elle avait l'habitude d'utiliser le mode en séance dans son cabinet. Donc, par contre, quand on est sur le chic, donc l'hôpital, on avait beaucoup plus d'événements d'usage. Et alors, là, c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant. Vous voyez que finalement, il y a eu beaucoup plus d'événements en séance, donc presque le double, hein, pratiquement, alors que ce n'était pas notre cible. On était parti du principe qu'en séance, ça fonctionnait par rapport aux événements en interséance où on a fait la conception centrée utilisateur. Et donc là, on a essayé de mettre une classification des événements en interséance. Et on voit que donc il y a eu des problèmes de visualisation, des problèmes d'interaction, des problèmes de paramétrage, des problèmes de connexion de bande passante, de blocage, de lenteur. Mais finalement, les problèmes de dysfonctionnement du logiciel ou d'erreur dans la conception du logiciel, il y en a eu relativement peu, puisqu'on se retrouve, si on fait la somme, 2 plus 9 plus 18, en gros, ça fait 21 et 2, ça fait 33. Donc, notre conclusion peut être que, quand même, quand on fait de la bonne conception centrée utilisateur en ciblant l'ergonomie, on peut réduire fortement les événements d'usage. Donc, notre conclusion, c'est que petit 1, par 25 sur 31, on a prouvé la faisabilité. Et on a prouvé la faisabilité dans des conditions d'usage réel. Les patients, le seul critère d'inclusion qu'on avait donné aux psychologues, c'était que le patient soit ait une gêne mnésique et soit en maison partagée, soit que le patient consulte au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet en gériatrie pour une gêne mnésique. Donc, première chose, on a prouvé que c'était faisable. Après, il y a un autre problème de faisabilité, c'est qu'il y ait une publicité de l'outil. Et là, comme on a eu des doutes sur la capacité de l'éditeur à déployer l'outil à large échelle, eh bien, avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, nous ne sommes pas allés jusqu'à faire la publicité. Mais au moins, on sait que de la rééducation interséance peut marcher
en lien avec de la rééducation en séance. Forcément, ben, vous avez vu, on n'a pas eu le choix pour mettre en place la démarche participative, mais elle a des avantages. C'est qu'elle est plus gérable, c'est qu'elle fait appel au volontarisme, ce qui est un avantage à mon sens éthique, euh, et que, ça il faut l'accepter, on est dans le qualitatif. On est dans le qualitatif parce qu'on n'a pas pu compter les événements réels. On a compté les événements rapportés. Elle, on a fait donc notre preuve de faisabilité. On a observé des choses rigolotes. Et alors, on a observé notamment que on était dans un domaine où les gens avaient plus souvent un ordinateur, que quand c'était un ordinateur derrière, c'était un portable et derrière une tablette. Alors que quand on est à Toulouse, le même type d'étude, on a la tablette en premier, le portable en second et l'ordinateur. Dans cette génération, il n'y en a plus. Enfin, ben, je pense que ce qui est important, c'est l'approche globale du service. Je l'ai déjà un peu dit, c'est un projet de soins. Et de la même façon que dans le soin, on va avoir de l'hôpital de jour, on va avoir de la consultation externe, on va avoir de l'hospitalisation traditionnelle, on va avoir de l'hospitalisation à domicile. Sur un vrai projet de rééducation à domicile global comme ça, je pense qu'il faut qu'on ait à la fois de la rééducation en séance et un outil en interséance, éventuellement de la télérééducation où le rééducateur va être connecté avec le patient via de la visio et faire ensemble l'exercice, mais c'est une globalité. On ne peut pas avoir efficacement, uniquement, au moins au stade où nous en sommes, la tablette et tu te débrouilles, ou ben on fait que de la télémédecine et on voit pas le patient directement. C'est encore difficile de mettre ça en place. D'ailleurs, dans la réglementation française, pour avoir du télésoin, le rééducateur doit avoir fait son bilan en présentiel avant. Donc nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, je m'aperçois que, encore une fois, j'ai trop tchatché, j'ai été trop loin. Je vous mets les contacts. Je suis désolé d'avoir été long. Alors j'ai une petite excuse, je n'avais pas prévu le petit temps au début de présentation de la SF-Tag, mais si vous le voulez bien, si vous en avez encore le temps, si on peut discuter, ce sera avec grand plaisir. Donc je vous passe la main maintenant, je quitte je peux laisser le partage, mais je quitte la parole, je vous la donne. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette magnifique présentation, docteur Humeau. Écoutez, pour ma part, c'était extrêmement clair. Donc, la coutume veut que, je dirais, l'animateur pose la première question, mais sur le coup, je sèche parce que tout était nickel. Donc, je n'ai pas forcément de questions, moi, de mon côté. Je vais peut-être laisser la parole à Vincent Rial, qui nous a fait un petit commentaire sur le chat. Et puis Vincent? sinon, si on a des collègues aussi qui sont pas forcément en France ou dans d'autres régions de France, peut-être voir quelle est leur perception, qu'est-ce que eux, ça les amène à cogiter, quelles critiques ils pourraient faire, est-ce qu'ils peuvent le faire chez eux, enfin voilà. Ouais. Moi, en fait, j'ai une expérimentation que j'ai faite. Alors, je suis Éric Leroy, je suis consultant, formateur et je suis spécialisé sur les TND. Je donne l'autonomie à la lecture, à l'écriture auprès d'enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages. J'ai expérimenté. Vous m'entendez? Tout à Oui, on vous fait. entend, Ok, monsieur Leroy. ok, je vais continuer. J'ai expérimenté l'apport de l'informatique et des logiciels adaptés de synthèse vocale, de reconnaissance vocale pour un CESAD.
Alors, c'est ça, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui vont chez les patients ou bien maintient l'élève dans sa scolarité, dans sa classe ou dans une petite salle à côté de la classe. Et en fait, c'était en 2004, 2005, 2006 et 2007. J'ai expérimenté ça pour l'éducation nationale auprès des inspecteurs de Rouen, inspecteurs académie de Rouen. Et en fait, quand je vous écoute, la première chose que je pense pour améliorer ce projet en utilisant les nouvelles technologies, c'est de mettre un formateur. Le formateur, il sera là pour former l'orthophoniste sur les applications qu'elle doit utiliser. Il va être là aussi en tant que technicien, puisqu'en fait, généralement, un formateur sur les nouvelles technologies connaît les outils et déjà va faciliter l'approche de l'orthophoniste, de l'éducatrice éventuellement, s'il y a une éducatrice, et d'être sur place avec le patient. Voilà. En fait, c'est un travail en binôme. Moi, je travaille toujours avec des Alors, orthophonistes, avec... tout à fait. Alors, je ne vais pas partir des querelles de profession, Non, d'attribution des uns non, des autres, non, non. mais là, bon, j'ai pas insisté sur ça, hein, mais alors je pourrais éventuellement vous faire passer des publications où on détaille la méthodologie. Mais Oui, en gros, notre méthodologie, c'est la première étape dans le déploiement, c'est premièrement, on vérifie que techniquement ça marche tout à fait. sur là où on va déployer. Deuxièmement, on forme les utilisateurs potentiels. Troisièmement, on fait des tests surveillés de près pour vérifier que ça fonctionne en réel. Mais là, le formateur n'est plus là, c'est l'utilisateur intermédiaire et l'utilisateur final qui sont là. Et après, on met en run, mais en suivi, on a des remontées du terrain, des difficultés qu'on analyse. Et donc, en effet, vous avez tout à fait raison, c'est impératif qu'il y ait des gens qui forment. Le principe, là, le Microsoftisme ou l'Apple isme qui dit que la technologie, ça marche tout seul, soit ça va marcher tout seul, soit vous devez apprendre. Eh bien non, c'est à la technologie d'apprendre les utilisateurs. Et Tout à de fait. toute façon, il faut quand même un minimum de formation. Tout à fait. Donc je suis bien d'accord avec vous. En fait, c'est ce qu'on appelle la formation formative. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. C'est qu'en fait, on forme par le geste. On a l'outil, on a tout ce qu'il faut, mais en fait, le patient il a besoin de voir comment ça se passe. Même éventuellement, prendre sa main et l'accompagner, vous voyez, sur l'outil. Hmm. Donc ça, c'est décalé. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait, c'est que dans le modèle qu'il y avait là, la formation, c'est pour l'orthophoniste, et l'orthophoniste dont c'est le métier, ou le neuropsychologue dont c'est le métier, forme le patient et forme les dents. Bon, moi, je connais pas les logiciels que vous utilisez justement pour ces patients-là. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir observer ces outils. Bien sûr, mais là je vous ai laissé mais où je le ferai passer à Damien où on trouvera une solution, mais je vous passerai le contact de Covirtua et donc vous pourrez vous adresser directement à sa directrice hein, qui pourra vous faire des démonstrations, vous donner des contacts d'utilisateurs. Vous pouvez aller sur le site web où vous verrez, il y a notamment une utilisation par des patients cérébrolésés au CHU de Toulouse. Ouais. Alors, moi, en fait, j'ai été invité par le docteur Méry. Moi, je suis au Havre, je suis en Seine-Maritime. Docteur Méry m'a envoyé ce matin un message sur WhatsApp en me disant, voilà, m'a invité sur cette conférence qui me paraissait intéressant, puisqu'en fait, les nouvelles technologies, il faut les utiliser. Moi, je les utilise chez les enfants très jeunes, si c'est possible, hein, forcément en mettant des protections, et jusqu'à temps qu'ils en ont plus besoin, quoi. Et justement, vous, ce que vous faites, c'est que vous reprenez les technologies pour des personnes qui en ont besoin. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu un ordinateur dans leur vie.
mais cette fois-ci, ils vont pouvoir découvrir un ordinateur ou une tablette, etc., quoi. C'est le côté intéressant, c'est ce qui m'intéresse en fait. Tout à fait. Alors, nous, au grade Occitanie, mais je suppose à votre grade régional, pareil, hein, vous, c'est le grade Normandie. Alors, j'oublie toujours son nom, mais je les connais bien, on a travaillé avec eux. Ils ont aussi sûrement des projets sur les enfants. Nous, on a eu des projets sur alors des projets avec la pédopsychiatrie et le scolaire. On a eu des projets avec des IME, on a des projets alors à la fois sur les technologies et sur la télémédecine. Et donc le GRAD est une agence régionale donc qui a pour mission la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'espace numérique régional de santé. Donc stimulé par le terrain et poussé par l'Agence régionale de santé, on va être amené à porter différents projets qui peuvent être du déploiement ou même des projets de développement et même de recherche. Oui, mais moi j'ai beaucoup travaillé avec Jean-François Desmonnets de Toulouse. Vous Bon, connaissez? je ne connais pas tout le monde. Non, bon, il est neuroscientifique et en fait, c'est lui qui a commencé à travailler sur les scans, les PAN scans, pour voir justement comment le cerveau d'un enfant dyslexique fonctionnait. Il y a plein de trucs à faire. Tout à fait. Voilà, voilà un peu ce que je pouvais. Et merci pour votre présentation en tout cas. Avec plaisir. Je laisse la parole à Mme Neija qui a posé une question dans le chat sur est-ce que Covirtua permet une individualisation fine des tâches selon le niveau cognitif et linguistique du patient? Alors, je ne sais pas si elle a. Mais sinon, bon, je vais répondre à la question, mais si elle peut ouvrir son micro Bonsoir, je pour suis dire. là avec vous. C'est super intéressant ce que vous faites et ce que vous dites. Alors, je me présente, je suis Madame Naïja Hanen, enseignante, professeure de la santé orthophoniste et Ouais. aussi codiplômée en remédiation cognitive. Ah Je suis ben l'invitée de voilà. Docteur Miri. J'ai travaillé au service avec Docteur Miri, Docteur Zili, Docteur Ben Salah, donc tunisienne. Voilà. Ouais. Ben oui, donc typiquement, vous êtes dans le domaine. Alors, Tout à fait. oui, en effet, on peut faire une adaptation assez fine, hein. Il y a des. Parce que on va pouvoir gérer. Alors, il y a une adaptation fine qui est faite par le rééducateur, donc notamment l'orthophoniste comme vous, sur le mode en séance. Et par contre, dans le mode interséance, on va pouvoir gérer les différents types d'aides et on va pouvoir gérer le niveau de difficulté et on va pouvoir choisir les exercices en fonction de la cible qu'on va avoir. C'est-à-dire, ben, si on va cibler plutôt de l'attention, plutôt du langage, plutôt de la stratégie, plutôt des visio-gnosies. Donc tout ça, on va pouvoir le cibler, bien sûr. Alors, c'est en interséance qu'on va faire tous les ajustements et toutes les adaptations. Alors, il y a deux choses. Lors de la séance, vous avez votre patient en face de vous. Oui. Donc, vous faites votre séance. Vous voyez son Mhm. niveau. Vous voyez Oui. ses déficits. Mhm. Donc, vous avez l'outil avec les mêmes exercices. Mhm. Et donc, vous voyez les exercices qui sont pertinents, que vous allez pouvoir lui donner, comme quand, ben, bêtement, vous lui donnez le cahier avec les exercices à faire, papier-crayon. Oui, oui, c'est comme au Sauf présentiel. que Oui, là, vous allez le paramétrer pendant votre séance d'accord. et le patient va partir avec sa tablette Mhm. et va pouvoir faire ses exercices entre les séances. OK. Et quand il va faire ses exercices entre les séances, il va pouvoir choisir les exercices, mais il va choisir des exercices que vous avez paramétrés, vous, et D'accord. vous aurez le résultat, le nombre d'exercices qui a été fait, le succès, où ont été les échecs, est-ce qu'il a fait ou pas fait les exercices, et je dirais que l'étape suivante, ça va être éventuellement même
de pouvoir adapter le paramétrage à distance. Mhm. Ok. Hein, parce que, mettons, vous avez un patient qui vient de très loin. Parce que, bah oui, vous êtes une orthophoniste très spécialisée, universitaire, donc, bon, un patient qui vient de 100 km ou 200 km, ben, peut-être qu'il va pas venir faire des séances de rééducation toutes les semaines. Donc, peut-être que si vous pouvez avoir le même outil, vous voyez ce qu'il fait lui, vous êtes par télémédecine depuis votre cabinet, vous pouvez faire des choses, et des choses très bien. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. C'est très clair. Merci. Je laisse la parole au professeur Méry. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je Bonsoir, veux vous madame. remercier pour vraiment cette présentation très instructive. Et puis, je remercie aussi les présents par rapport à la qualité de la discussion. Et votre présentation, elle tombe vraiment à pic. Il y a avec nous aussi présents professeur Diri et professeur Ben Salah, avec lesquels, depuis quelque temps, et Madame Naïja d'ailleurs, qui a participé lors de son cursus justement en tant qu'encadrante des étudiantes pour la mise en place justement de cette entre guillemets, télé-rééducation et la rééducation à distance. Et c'est vrai que notre expérience, même si elle est un peu différente, on n'a pas forcément les mêmes situations, mais ça se rejoint pour beaucoup en termes d'accessibilité aux soins, par rapport aussi à la population. Et comme l'a dit Monsieur Leroy, on a aussi bien les enfants que les adultes, les cérébro-lésés, mais aussi beaucoup, de plus en plus maintenant, des maladies neurodégénératives. Et je pense, c'est plus, honnêtement, c'est pas une question, mais je pense qu'il y a deux choses qu'on retient, c'est que c'est pas quelque chose qui s'improvise. Je pense qu'il y a tout un travail qui doit se faire pour mettre en place ce genre de dynamique de rééducation. Et je pense, je sais pas si vous pouvez revenir sur cet aspect, que finalement, vous ne conduisez ce genre de protocole qu'à partir du moment où vous avez vu dans un premier temps une consultation présentielle. C'est-à-dire, vous, est-ce que c'est impératif ou est-ce qu'on peut faire, on peut commencer ou mettre en place ce genre de protocole sans pour autant qu'il y ait une consultation, une évaluation au préalable en présentiel pour certaines, parce que là, c'est vrai que la Tunisie, c'est pas aussi grand que la France, mais en termes d'accessibilité, parfois, c'est pas tout à fait toujours évident. D'autant plus, je ne sais pas si professeur Diri, elle peut rebondir sur ça, parce que on a aussi un projet qu'on voudrait développer par rapport justement déjà à la téléconsultation. Est-ce qu'on peut, à la limite, commencer une téléconsultation, démarrer dans un premier temps ce genre de rééducation avant de voir le patient carrément en évaluation? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est plus sûr et éviter? Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme question. Ah ben Ça me si, paraît la question est très claire, elle est très pertinente. Moi, je vais vous dire, alors, d'un autre côté, une autre de mes activités, c'est de m'occuper des plaies. Et maintenant, les plaies, je ne prends plus les patients en hôpital de jour si je les ai pas vus avant en télémédecine avec leur infirmier. Sur la question que vous posez, je pense qu'elle est vraiment très pertinente. En France, pour l'instant, il y a une exigence réglementaire qui est que que de l'orthophonie soit prise en charge en télésoins, donc télémédecine pour un orthophoniste, hein. On a inventé des termes en France parce qu'il faut toujours inventer des termes, mais je les trouve pas pertinents. Mais en gros, pour faire de la télé-rééducation, il faut réglementairement, pour que ça soit pris en charge, qu'il y ait eu un bilan qui était réalisé en présence. Mais d'un autre côté, ça fait très longtemps qu'on a prouvé que certains bilans étaient réalisables à distance. Par exemple, alors, c'est pas le plus grand des tests neuropsychologiques, mais le MMS, ça a été démontré que c'était réalisable en télémédecine avec la même
valeur qu'en domicile je pense que c'était Vincent Rial éventuellement me corrigera, mais je pense que c'était par le professeur Franco et c'était sur Grenoble dans les années 90. Donc, vous voyez, c'est ancien. La psychiatrie a fait beaucoup de télémédecine au début. On a mis en place des. Alors, par contre, il y a juste un élément qui est important, c'est que quand on est en visioconférence, on sait que le, euh, le verbal, ça passe très bien sans problème. Le non-verbal, il va y avoir un effet de seuil. C'est-à-dire que les émotions qui sont relativement faibles, les mimiques relativement faibles vont être masquées. Par contre, les mimiques qui vont passer le seuil vont être amplifiées. C'est-à-dire que si on voit par exemple de la colère, elle sera modérée ou forte. Par contre, une petite colère, on ne la verra pas. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Et le troisième élément, c'est que le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui est les pauses, les silences, ça, c'est complètement masqué quand on est en visioconférence. Mais enfin, moi, je trouve que votre idée, elle est passionnante. Moi, j'aimerais travailler là-dessus. Franchement, si on me le propose, c'est avec grand plaisir. Bah, on vous tiendra au courant sûrement parce qu'on va démarrer bientôt l'expérience et Ouais, c'est une demande qui est quand même officielle parce que pour avoir justement facilité ben l'accès oui. aux soins, à la rééducation, etc. Donc, Et c'est n'hésitez très bien. pas. Bah, on vous contactera sûrement. En tout cas, merci Ouais. beaucoup. Et n'hésitez pas à contacter aussi Covirtua si ça peut les aider. Alors forcément, c'est en français, mais vous, s'il faut le traduire, vous savez le faire et toute la partie visuelle, elle est déjà faite. Très bien. Bah, parfait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je laisse la dernière question à Monsieur Leroy et je laisserai Vincent conclure cette intervention et ce dernier webinaire du mois de janvier. En fait, je rejoins Docteur Méry, professeur Méry, qui pose une vraie question, en fait. Moi, je pense, pour avoir accompagné beaucoup, beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes, c'est qu'on part d'un socle et la clé de voûte, c'est la rencontre par un diagnostic. Puisqu'on doit faire des réglages et on doit accompagner des personnes sur plusieurs séances et on doit partir de la difficulté de la personne. Le diagnostic est important pour pouvoir régler des logiciels en fonction de la personne. Si on n'a pas en amont, si on n'a pas ces documents qui vont nous aider justement à mieux accompagner le patient, pour moi, est important. Et le faire à distance, aujourd'hui, on peut faire avec des nouvelles technologies qu'on peut avoir. On a des technologies qui peuvent nous aider à faire des bilans. Aujourd'hui, moi, je travaille sur des supports pédagogiques où je les transforme en audio et ça facilite la compréhension. Il faut utiliser toute cette nouvelle technologie. On est très très fort maintenant dans cette technologie de synthèse et de reconnaissance vocale. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport au docteur Méry. Parfait. Vincent, je vous laisse le mot de la fin. Il est Il doit parti un avoir peu, un problème de notre cher micro, Vincent. notre Vincent national. Il a dû, il a dû s'absenter. Pourtant, j'ai mis un petit mot. C'est pas grave. Eh ben, écoutez, docteur Humeau, du coup, je vais conclure à la place de Vincent. Merci à vous pour cette magnifique présentation. C'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses moi là-dessus, parce que je ne connaissais pas forcément tous ces systèmes-là, donc et toutes ces études. Encore un grand merci, un grand bravo pour votre intervention. Et merci à toutes et tous de vous être connectés. Je vous dis à un prochain lundi en février.
Merci à vous. Au revoir à tous. Merci de votre attention Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. et au Au revoir. plaisir.